Alors en manchette aujourd'hui, nouvelle direction et nouvelle approche au vignoble L'Anneau d'Or et interruption de service dans la nuit de ce soir au traversier de Saint-Ignace. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 31 août, et oui, déjà dernier jour du mois d'août. Tel qu'indiqué en manchette, mieux vaut prévoir vos déplacements si vous devez prendre le traversier à Saint-Ignace-de-Loyola ce soir. Il y a des travaux à l'embarcadère de Saint-Ignace-de-Loyola qui vont entraîner une interruption de service dans la nuit du 31 ce soir au 1er septembre. Le dernier départ se fera à 22h30 de Saint-Ignace-de-Loyola vers Sorel et la reprise du service se fera seulement à 4h30 du matin. On passe maintenant en économie locale et agroalimentaire. Le vignoble L'Anneau d'Or à Lanoraie a changé de main durant la belle saison et ce sera la première année de récolte sous sa direction. Nous avons visité les lieux avec un des nouveaux propriétaires, Bruno Méril, pour en apprendre plus sur les projets en chantier. On écoute l'entrevue qu'on a réalisée. Les premières vignes ont été plantées en 2009 dans le vignoble et la bâtisse a été construite en 2013. C'est en 2013 qu'Alain Coutu, qui est l'ancien propriétaire et puis qui est le fondateur du vignoble L'Anneau d'Or, a commencé les opérations. Ensuite, il a opéré pendant quelques années et puis ma femme et moi avons racheté le vignoble le 8 avril 2020. Donc cette année, il y a quelques mois. Nous, à l'occasion, on cherchait en fait une salle de réception. Et puis on a visité différents endroits et puis on est tombé en amour avec la place, avec son magnifique bordelot, la salle intérieure qui est très belle, etc. Et puis on voulait faire des mariages. Et puis donc on a découvert cet espace pour faire des mariages intimes, des événements vraiment intimes avec une ambiance très chaleureuse. Quels sont vos objectifs, outre la question de faire des mariages là, pour le vignoble? J'ai vu entre autres que là, vous avez commencé à planter divers légumes, puis tout ça. Vous allez un petit peu diversifier les activités par rapport à l'ancien propriétaire? Oui, sur plusieurs plans. D'abord, notre première volonté, c'est de développer le vignoble. Donc là, on est occupé aussi à beaucoup augmenter la densité de plantation et on espère pouvoir arriver à 16 000 pieds d'ici 2 à 3 ans. Donc là, on a un gros travail de vigne parce que notre volonté première, c'est d'abord de développer le vignoble. Ensuite, moi, je suis un amoureux des bons légumes. Alors là, on a commencé un potager biologique. Enfin, pas biologique, mais de culture naturelle, on va dire. Et on va essayer d'avoir la certification biologique dans les années qui viennent. Cette année, c'est plus expérimental. Alors, on a planté genre 18 variétés de tomates, uniquement des graines ancestrales, non hybrides et sans OGM, et cultivées de manière la plus naturelle possible. Alors, on développe aussi des courgettes, des courges spaghettis, des concombres, enfin toutes sortes de légumes sympathiques. Et puis à terme, on aimerait l'année prochaine avoir comme 1 hectare de plantation pour pouvoir les utiliser à l'intérieur pour nos événements et puis les vendre aussi en panier de légumes à nos clients qui souhaiteraient en acheter. Alors, par rapport à l'ancien propriétaire, est-ce que vous allez apporter des changements assez important au niveau de ce qui va être planté comme raisin, ce que ça va donner comme cépage au bout du compte? Oui, il y a des changements, c'est sûr, par rapport à Alain Coutu. C'est que d'abord, on a notre propre vision pour conduire le vignoble. Alors, notre volonté est déjà d'augmenter la densité de plantation pour augmenter le rapport en fait peau-jus, puisque dans les raisins, c'est sous la peau que se trouvent les pigments colorants, matières odorantes, etc. Donc si on augmente la densité, on va avoir peut-être des raisins un peu plus petits, mais qui vont être plus concentrés en termes de goût. Et donc autrement, pour l'encépagement, on a laissé tous les cépages qui existent. Maintenant, notre rôle est d'essayer de développer la vigne. Notre but premier, et d'abord on veut tout planter en trèfle dans le vignoble pour en fait permettre au trèfle de consommer l'eau superficielle, et ce qui va forcer la vigne à aller chercher l'eau le plus profondément possible. Quand ces racines sont très profondes, la vigne va être moins sensible aux chaleurs, à la sécheresse, et ce qui va lui permettre donc d'être plus forte. Quand elle est plus forte, ça nous permet de diminuer les traitements
pour avoir vraiment une culture raisonnée. Tout ce qui est traitement, on essaye peut-être à l'échelle de 5-6 ans de devenir complètement organique, mais pour l'instant, on fait des traitements, aucun traitement systématique, mais on fait uniquement des traitements localisés en fonction des problèmes. Si par exemple on a un problème trop important de scarabée, là au lieu de traiter, on va installer des filets à insectes pour protéger les vignes, mais on va essayer de mettre le moins de produits possible. Pour l'instant, on est encore trop récent pour avoir le droit à l'appellation IGP, mais c'est une volonté de notre part de le devenir. Donc on essaye d'avoir une culture vraiment très raisonnée pour répondre aux critères des vins bio. Bon, ça c'est notre récolte d'hier, donc des belles courgettes Colusel. C'est une variété ancestrale, alors toujours non hybride, sans OGM. Et ça c'est le fruit de notre récolte. On a également des belles quantités de courges spaghetti, là complètement cultivées de manière le plus naturellement possible. Et ça, c'est en vente uniquement ici au vignoble? Oui, pour l'instant oui, mais on a déjà quelques restaurateurs qui nous font les yeux doux pour essayer de mettre la main sur notre récolte et puis les proposer en exclusivité. Mais ça c'est une affaire à suivre. Pour l'instant on veut favoriser nos clients qui viennent nous voir au vignoble. Et puis, pour moi, c'est aussi ma grande fierté de pouvoir montrer des produits comme ça. La semaine prochaine, on aura, je pense, 6 ou 7 variétés de tomates qui vont être arrivées à maturité. Et là, on va pouvoir commencer à proposer des tomates. Cépage, on a le Frontenac blanc, Frontenac gris, Frontenac noir. On a du Louis Svensson, du Saint-Pépin, Aldemina, un peu de Muscat, de la Marquette et Petite Perle. Alors ça, ce sont vraiment que des cépages hybrides locaux qui ont été élaborés au Massachusetts pour garantir une résistance au grand froid. Donc ils sont tous garantis entre moins 30 et moins 34. Nous, toujours dans le but de soulager la vigne, on fait une taille très basse pour pouvoir la souffler en hiver. Comme ça, la vigne va être protégée pendant tout l'hiver, pour les froids extrêmes, pour les grands vents. Et puis au printemps, quand elle va se réveiller tranquillement de son hiver, la vigne sera beaucoup plus résistante, beaucoup plus forte. Vous visez une production là, si on veut donner un ordre de grandeur, par exemple, tant de bouteilles de telle sorte de blanc, telle sorte de rouge. C'est toujours difficile à dire parce qu'on ne connaît pas vraiment la production finale. Ça, on le sait vraiment que le jour de la récolte. Maintenant, on veut faire aussi des essais l'année prochaine. On voudrait faire une cuvée de vin orange et puis une cuvée un peu comme la Moselle allemande, c'est-à-dire faible degré d'alcool, environ 8%, un peu de sucre résiduel et un peu d'acidité. Alors ça donne des vins d'une très grande légèreté qui sont vraiment très agréables. Ça, j'aimerais essayer ça avec le Louis Svensson. Et puis notre Saint-Pépin, qui est sa première année de production. On va avoir une petite récolte. Au lieu de l'assembler avec nos blancs, là, on va essayer de faire le vin orange avec ça. Et puis, ça va être des essais donc, à suivre dès l'automne ou le printemps de l'année prochaine pour voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, notre volonté aussi est d'utiliser uniquement nos cépages que nous, on produit pour connaître en fait tout le cahier des charges, les produits qui ont été mis, comment ça a été fait, etc. Et puis ainsi créer aussi une identité de l'anneau d'or. Personne ne pourra avoir le même assemblage que nous, puisque personne n'a le même encépagement que nous. Donc on va avoir des vins qui vont nous être propres et qui auront leur propre identité. Et parlant d'identité, vous me disiez tantôt que vous songez à complètement refaire le design. Les gens ont peut-être connu les anciens logos de l'ancien propriétaire, donc ça va être complètement refait. C'est vrai qu'il va y avoir une évolution, les étiquettes vont être toutes nouvelles. On a aussi une nouvelle gamme, donc là on va faire par exemple un Magnum. On a sélectionné dans nos fûts là-haut 2 fûts qui sortaient vraiment du lot, qui étaient plus exceptionnels. Les autres sont très bons, mais là, il y avait 2 fûts qui sortaient du lot. Et là, on va présenter notre nouveau Magnum avec ça, qui va être assez exclusif, parce qu'il y en a à peine 300 de près. Et puis, pour tout ce qui est étiquette, c'est sûr que nous, on voulait aussi mettre ça à notre goût. Donc, on essaye de choisir quelque chose un peu plus design. Maintenant, c'est pas que les étiquettes avant nous convenaient pas, mais disons qu'on a des attentes différentes. Alors, pour ce qui est de la salle à manger, et vous avez évoqué tantôt la possibilité même de faire des réceptions. Cette année, on est en période de COVID. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui n'est pas disponible? Comment vous fonctionnez avec la distanciation? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Juste pour donner un aperçu. Premièrement, notre volonté, c'est d'abord de vraiment développer le vignoble et puis tout le maraîchage.
pour pouvoir utiliser ces produits-là dans notre petit espace restauration. On a notre terrasse qui est ouverte le vendredi, samedi, dimanche de 11h30 à 17h. Là, on va proposer une petite cuisine de terroir sympathique, une cuisine de vigneron, donc des choses à partager, etc. Et qui vont permettre de mettre nos produits en valeur. C'est-à-dire qu'on va utiliser le vin dans beaucoup de sauces, on va utiliser le vin blanc dans les rillettes de porc, on va utiliser la cuvée El Momento pour faire une sauce au vin rouge vraiment délicieuse. On fait nos bruschettas avec nos tomates. Et à chaque fois, on essaye d'utiliser le maximum de nos produits. Si on n'utilise pas nos produits à nous, on utilise des produits des fermes des environs, mais uniquement des produits de ferme. Pour nous, c'est vraiment important et vraiment locaux. On fait aussi beaucoup de choses maison. Il y a beaucoup de notre charcuterie qui est faite ici sur place, et toujours dans le but de mettre en avant nos produits de la ferme. Ça, c'est le volet, je dirais, vendredi, samedi, dimanche. Après, en tout temps, et à partir de 10 personnes, on peut faire des petits groupes dans lesquels on va faire un menu préparé d'avance avec, pareil, des produits locaux. Et puis, mais on reçoit en toute intimité. Parce qu'à cause de la Covid, on doit quand même garder une certaine distanciation. On essaye de faire attention. Donc, on veut respecter les règles à 100%. Donc là, pour l'instant, on se limite dans des groupes où on peut garantir une salubrité vraiment parfaite. L'an prochain, si la COVID a disparu, vous pensez réouvrir, ben pas disparu, mais s'il y a eu un vaccin et tout ça, là, vous visez quel type de... pour la salle de restauration? Nous, notre but, c'est vraiment se spécialiser vraiment dans le mariage. On a un bord de l'eau qui est vraiment extraordinaire. On a un setup qui est vraiment parfait pour les mariages. Là, on a changé tout le mobilier. On a un mobilier style champêtre chic. Et notre volonté, c'est d'aller sur les mariages. On veut faire peu, mais faire bien et faire des beaux mariages. Alors, toujours au niveau de la nourriture, avec des produits locaux et les produits de la ferme. Et puis, après, garder une certaine intimité pour apporter toute la chaleur dont on sait faire pour des mariages environ 50 personnes. Parlons maintenant niveau économique pour les emplois. Est-ce que là, vous avez à peu près sensiblement le même nombre d'employés que l'ancien propriétaire? Est-ce que vous pensez faire de nouvelles embauches? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on cherche à se développer au maximum, mais donc on a des ouvriers agricoles dans la vigne, mais c'est principalement aussi de la famille, parce qu'on est un vignoble familial. Alors on travaille avec ma femme, mes 4 filles, et puis chacune a un rôle important. Par exemple, si vous venez nous voir les fins de semaine, là vous aurez le plaisir de voir notre grande fille, Margot, qui est là pour nous aider pour le service. Notre adolescente Emma, elle travaille en semaine dans la vigne. Et puis les fins de semaine, elle aide ma femme en cuisine. Après, on a les 2 plus petites, notre préadolescente et notre gros bébé qui s'appelle Naomi. Elles travaillent et nous aident à faire des petits travaux comme ça familiaux. Pour mes filles, en fait, nos 4 cuvées de vin vont prendre le nom de nos filles qu'on a associées en fait avec la personnalité de chacune des enfants. Par exemple, notre blanc va s'appeler Lou. Ça, c'est notre préadolescente qui est toute pétillante, toute fringante, vraiment sympa, etc. Tout à l'image de notre vin. Naomi, ça c'est notre dernière. Alors elle est toute de rose, elle aime le rose, etc. Donc elle, on pouvait lui donner que le rosé. Et puis c'est un rosé gourmand, sympathique, vraiment à son image. Notre adolescente Emma, ça va être la 3e cuvée, ça va être notre vin rouge léger, quelque chose un rouge efficace, agréable, droit. Et puis notre cuvée prestige va s'appeler Margot avec un O, comme notre grande fille. Donc là, la cuvée la plus prestigieuse, on va dire. Nous, ça fait maintenant juste 4 mois qu'on a repris, donc on a beaucoup travaillé. Il reste encore beaucoup de travail à arriver au niveau où on veut être. Mais ça avance, à chaque jour suffit sa peine. Alors on travaille fort pour mettre le vignoble au niveau optimum. Alors, vous l'aurez certainement compris, votre humble serviteur portait le masque à l'intérieur lors de cette entrevue, d'où la voix un peu altérée, prière d'être indulgent. Cela dit, maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 760 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 140 nouveaux cas aujourd'hui et en ce moment au Québec, il y aurait 112 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 18 personnes se retrouvent aux soins intensifs et la région de la Naudière compte maintenant 4 855 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 31 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Roch Latour et Pierre Sylvestre, tandis que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un très joyeux anniversaire à Pierre-Georges Cornelier. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Cela dit, nous poursuivons là aujourd'hui l'histoire du presbytère de Saint-Didas. On se rappellera que le conseil municipal de Saint-Didas, suite à la recommandation de son conseil local du patrimoine, a récemment présenté une demande au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour que le presbytère du village et le terrain devant sa façade soient cités à titre de biens patrimoniaux. Alors, je suis allé visiter ce bâtiment rempli d'histoire en compagnie du responsable de la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin, M. Robert Roy. Et le vieux presbytère, c'est ça, vous l'aurez compris, il abrite désormais la bibliothèque municipale Louis-Edmond Hamelin. La bibliothèque, elle porte ce nom à l'honneur du plus illustre fils du village, ce géographe natif de Saint-Didas, qui est décédé au mois de février 2020. Il a donné son nom à la bibliothèque du village et Louis-Edmond Hamelin, on s'en souviendra, il a été l'inventeur de nombreux concepts, dont celui de nordicité. Il a été un intellectuel important dans l'histoire du Québec et sa renommée dépasse largement le cadre du Québec. Bien sûr, il fait la fierté des gens de son village. Cela dit, le responsable de la bibliothèque et coordonnateur à la vie culturelle de Saint-Didas, Robert Roy, s'est avéré un excellent guide pour notre visite du presbytère et de la bibliothèque. Là, il nous a aussi expliqué la démarche auprès du ministère de la Culture ainsi que les activités à venir à Saint-Didas dans le cadre des Journées de la Culture cette année. Voici la deuxième partie de l'entrevue. Permettez-moi de vous présenter notre mascotte, parce que maintenant on a une mascotte qui s'appelle Esmeralda, qui est l'œuvre d'une artisane résidente de Saint-Didas au lac Thomas, qui s'appelle Alexandra du Châtel, qui a créé ce personnage de notre belle girafe avec son petit bain ici. Donc ça fait un amusement pour les enfants. J'imagine justement que ça doit impressionner. Ça met de la vie. Ben oui, bien sûr, ça met de la vie. Alors, c'est notre mascotte. Pour revenir aux éléments caractéristiques du bâtiment, ce qu'on peut voir ici dans les éléments techniques, les éléments caractéristiques du presbytère de Saint-Didas comprennent notamment un édifice à toit mansardé de style Second Empire, le plan de base de forme rectangulaire, la volumétrie du bâtiment, le nombre de 2 étages, revêtement mural en planche à clin, fondation de pierre, à moins de modernisation, où il y a eu des retouches qui ont été faites, la galerie longeant plus d'une élévation, les ornementations, dont les retours de corniches, les colonnes et les impostes, la toiture à terrasson et à brésis, et la forme du toit qui est particulière, le revêtement en toit de tôle agrafé, pincé, l'emplacement, la symétrie, les dimensions des ouvertures, portes et fenêtres, les lucarnes circulaires, la fenêtre de type battant à grand carreau, les portes de type panneau, caisson avec vitrage, les couleurs du bâtiment et tous les éléments le composant. Bref, ce sont les principales caractéristiques. Dans le fond, c'est un peu la description. Et la décision de le citer, elle est venue du conseil de... Du conseil, oui, puis du conseil du patrimoine, comité du patrimoine de la municipalité. En fait, la municipalité, je vous dirais qu'elle est très dynamique. On a un service des loisirs, un service culturel, on a un comité consultatif en urbanisme, on a un comité de patrimoine. Bref, il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'œuvre.
et qui vont connaître des développements intéressants. Et je vous dirai aussi un autre projet qui est entrepris par Mme Monique Gay, qui a été coordonnatrice ici à la bibliothèque, qui s'est donné comme objectif de renommer la route 349 et la nommer la route Louis-Edmond Hamelin. Alors ça aussi, c'est un projet à long terme. Évidemment, ça implique des démarches assez complexes. Mais vous voyez, tout se tient et tout part pratiquement du cœur du village ici. Vous avez aussi là, des tableaux qui sont... On a plusieurs tableaux, mais comme je vous disais tantôt, en bas, les ateliers de peinture, ça provient de tout là. Puis, honnêtement, là, c'est pas niaiseux, c'est vraiment des artistes de haut niveau. En fait, on a principalement Francine Labelle, qui est une artiste peintre, qui est enseignante aussi, une pédagogue, qui est un prof de philosophie, une personne très engagée, une personne très dynamique. Et il y a Yves Durand, qui est un peintre et sculpteur aussi, qui est son conjoint, et qui tiennent l'école ensemble. Et à chaque fin de semaine, il y a des ateliers de la peinture de groupe. Et évidemment, il y a des expositions qui sont organisées. Donc, on a acquis plusieurs des tableaux de Francine Labelle. Il y en a ici, il y en a un peu partout. Et on n'est pas peu fiers de son travail et de ses élèves. Excellent. Avec deux postes qui sont accessibles à nos abonnés, qui servent beaucoup pour les jeunes qui viennent. Alors, c'est possible de faire des recherches sur le catalogue en ligne ici. C'est possible d'avoir accès à Internet. C'est possible de réserver aussi des livres, des livres numériques. Puis en même temps, on fait des sessions d'initiation aussi à la recherche sur le catalogue en ligne ici. Et il y a beaucoup d'animations qui se donnent ici, donc des petites conférences, des petits ateliers. Et si vous me permettez, pour les Journées de la culture qui s'en viennent, on a une programmation assez élaborée quand même qui s'en vient. Parce que cette année, les Journées de la culture s'échelonnent sur un mois complet. Hein? C'est du 25 septembre au 25 octobre. Alors nous, pendant un mois, à chaque vendredi, on a une activité. Et le thème cette année des Journées de la culture, c'est les 1001 métiers du domaine culturel. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a programmé 4 conférences, les vendredis à compter du 25 septembre, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre. On aura des conférenciers qui vont venir ici, en fait des gens du milieu qui ont fait des... Dans cette salle ici? On fait ça à la sacristie. À la sacristie Qui vont donner parce qu'ici c'est un peu trop petit. Oh, oui. Et on a sélectionné, dans le fond, des jeunes qui sont originaires de la région et même plusieurs de Saint-Didas même, et qui font de très belles carrières dans le domaine culturel. Et on les invite à venir ici, puis à échanger avec les jeunes, puis expliquer un peu ça a été quoi, comment eux, à partir d'une passion qui s'est développée très très jeune, à l'âge souvent de 3-4 ans, et à partir de cette passion-là qu'ils ont développée au fil des ans et qui ont réussi à se faire une carrière dans le domaine culturel et des belles carrières professionnelles. On peut donner des exemples? Par exemple, j'ai 4 invités. La première invitée, c'est Francine Labelle de l'école en bas, qui est originaire, qui vit à Saint-Didas. Donc, elle qui fait carrière dans le domaine des arts visuels, va venir ici exposer aux gens comment ça se passe. Après ça, mon deuxième invité, c'est Jean-Sébastien Roy, qui est violoniste, qui est premier assistant au violon solo à l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, un beau violoniste qui vient de Saint-Thomas-de-Joliette, dont les parents habitent ici au lac Thomas, à Saint-Didas. Donc, il va venir montrer aux jeunes. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est s'il y a des jeunes parmi vous qui rêvaient de devenir musicien ou de devenir comédien ou de devenir artiste, en étant de Saint-Didas, oui, c'est possible, parce que Jean-Sébastien Roy, c'est un petit gars de Saint-Thomas qui, dès l'âge de 3 ans, s'est intéressé à la musique classique et au violon et qui a étudié à travers le monde, un peu partout, et qui a travaillé avec des orchestres à travers le monde, qui a voyagé partout, qui est maintenant un poste régulier à l'OSM. J'ai aussi Yannick Rieux, un saxophoniste de jazz, qui fait une carrière internationale, qui est reconnu comme un des meilleurs saxophonistes au Canada et même à travers le monde, parce qu'il y a un journal, le Downbeat, avait sélectionné il y a quelques années les 10 saxophonistes les plus prometteurs en Amérique, et Yannick Rieux faisait partie d'eux. Et Yannick habite à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, tu peux être un petit gars de Saint-Gabriel-de-Brandon et de faire une carrière. Yannick tourne en Europe, en Chine, partout au Canada ici. Donc, Yannick va venir avec son saxophone, expliquer aux jeunes comment tout ça a commencé, puis comment il a réussi, avec sa passion, faire une carrière. Et le dernier exemple, Mylène Mackay, qui est une comédienne en cinéma, séries télévisées et théâtre, qui est une petite fille de Saint-Didas, qui va venir rencontrer les jeunes pour leur dire, écoutez, vous rêvez peut-être d'une carrière en cinéma, vous venez de Saint-Didas, oui, c'est possible de le faire, la preuve, moi-même. Alors, c'est un peu ça.
Donc, 4 conférences. Et ces artistes-là, le soir, en soirée, donc la conférence a lieu le vendredi après-midi à 13h30 et le soir à 19h30, toujours dans la sacristie, évidemment en nombre limité parce que la sacristie n'est pas grande, puis la distanciation, donc ça va être réservé pour un nombre restreint de personnes. Jean-Sébastien Roy va être en concert avec une pianiste, donc un concert de musique classique. Yannick Rieu va être en concert avec son quartet de jazz. Mylène Mackay va faire une lecture de textes d'auteurs de la région d'Anaudière avec un accompagnement d'un pianiste de jazz, excellent pianiste qui s'appelle Yves Léveillé de Montréal. Et Francine Labelle va faire, elle, en direct, la peinture en direct sur l'improvisation d'un contrebassiste qui s'appelle Guy Boisvert, qui est un excellent contrebassiste de jazz. Donc, ça va compléter notre programmation des Journées de la culture. Je pense que j'espère que ça va être apprécié par la population. Donc, vous avez combien de personnes peuvent à la sacristie? Malheureusement, normalement, la sacristie, ça contient à peu près 50 à 60 personnes. Avec la distanciation, on va être obligé de limiter nos places à 25 personnes. Mais voilà, on vit dans le cadre d'une pandémie et évidemment, le port du masque va être obligatoire aussi. Mais entrée libre. Alors, une belle programmation pour les Journées de la culture à Saint-Didace. Judiciaire maintenant, on vous a parlé la semaine dernière d'une tentative de vol à l'aide d'une arme blanche dans une institution bancaire de la place Bourget à Joliette, survenue le 25 août en après-midi. Il y a du nouveau dans le dossier. Les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec leurs collègues du service de police de la Ville de Montréal, ont procédé à l'arrestation d'un homme de 48 ans en lien avec cette tentative de vol qualifiée. Il y a ensuite une perquisition qui a été effectuée à la résidence du suspect où certains items ont été saisis et le dossier du suspect sera traité par le SPVM car le suspect serait relié à plusieurs dossiers similaires sur le territoire de la Ville de Montréal. Cela dit, on passe maintenant à notre seconde pause. Au CHUM de Montréal, le 19 août, à l'âge de 28 ans et 10 mois, est décédée Mme Marie-Pierre Brissette, fille de Richard Brissette et de Linda Adam. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa cousine Caroline Brissette, son amie Vicky Croussette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 6 septembre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14 heures. Et les cendres de Marie-Pierre seront ensuite déposées au columbarium du complexe. Bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique. Le port du masque est désormais obligatoire au salon et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors ce soir, le ciel sera dégagé avec une température de 16 degrés. Dans la nuit, ce sera généralement dégagé avec 12. Mardi matin, le ciel sera variable avec un mercure de 15. Et mardi après-midi, nuageux avec des éclaircies, mais quand même doux avec 24 degrés Celsius. Et le soir, il y a une probabilité de 40 % d'averses sur les radars. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.